Tu connais ce moment où quelqu'un te sous-estime? Quand on te regarde de haut, comme si tu n'avais aucune valeur, comme si ta présence ne faisait aucune différence. Maintenant, imagine que cette personne soit ton propre mari. Imagine passer des années aux côtés de quelqu'un qui rit de toi, qui t'humilie devant ses amis, qui te dit que tu n'arriveras jamais à rien. Et si je te disais que cette femme, ridiculisée et méprisée, cachait un secret capable de détruire complètement la vie de son mari? Elle n'a pas crié. Elle n'a pas supplié. Elle a attendu le bon moment. Et quand elle a agi, c'était un coup que personne n'a vu venir. Cette histoire ne parle pas seulement de vengeance. Elle parle d'intelligence, de patience, de savoir exactement quand et comment rendre les coups. Et si j'étais toi, je ne quitterais cette vidéo pour rien au monde. L'histoire que je vais te raconter maintenant est tellement incroyable qu'on dirait un film. Mais c'est bien arrivé. Et je vais te montrer chaque détail. Avant de continuer, abonne-toi déjà à la chaîne, parce que je te promets, tu voudras entendre cette histoire jusqu'au bout. Alors, prêt, C'est parti. Je fixe mon reflet dans le miroir en ajustant une mèche de mes cheveux derrière mon oreille. Mon maquillage est impeccable, ma robe élégante, mais rien de tout cela ne compte. Ce soir, comme tous les autres soirs passés avec lui et ses amis, je dois être parfaite. Pas pour les impressionner. Non, ce n'est pas pour eux que je joue ce rôle. C'est pour moi. Pour garder le contrôle. Une dernière inspiration et je sors de la salle de bain. La lumière dorée du grand salon illumine la scène. Mon mari, Victor, installé sur le canapé en cuir crème, un verre de whisky à la main, entouré de ses amis, tous cadres supérieurs chez Oriontech. Mon entreprise. Mon empire. Mais il l'ignore. Ah, Sophie, enfin, s'exclame Victor en levant les yeux vers moi. Viens donc nous rejoindre. Je lui adresse un sourire poli et me dirige vers la table basse où les bouteilles d'alcool hors de prix trônent comme des trophées. Ils ont déjà bien avancé leur soirée. Les rires fusent, les voix sont trop fortes, et l'odeur d'alcool flotte dans l'air. On parlait justement de toi, ma chérie, ajoute-t-il en remplissant son verre. Je garde mon sourire figé. Je sais exactement où cette conversation va mener. Ah oui, dis-je en m'asseyant sur l'accoudoir d'un fauteuil. Oh Victor nous racontait ta dernière tentative pour décrocher un boulot, ricane Mathieu, responsable marketing chez Oriontech. Les autres éclatent de rire, et je sens mes doigts se crisper autour de mon verre. J'ai envie de leur répondre, de leur balancer la vérité en pleine figure. Mais pas encore. Pas ce soir. C'est bien d'être persévérante, ironise Eric, un autre cadre de la boîte. Mais franchement, tu devrais envisager autre chose, ajoute Julien, le directeur financier. Peut-être un petit job dans un café du coin? Il cherche des serveuses, non? Les rires reprennent de plus belle. Je baisse légèrement la tête, jouant mon rôle à la perfection. La femme discrète, effacée, qui encaisse sans broncher. Victor me lance un regard amusé, comme s'il était fier de lui. Sophie, tu sais bien qu'on veut juste t'aider, dit-il avec un sourire moqueur. Après tout, ça fait des mois que tu cherches, non? Peut-être que les entreprises ne voient pas ton potentiel. Cette fois, je sens une chaleur monter en moi. Pas de honte. Pas de tristesse. Mais de la rage. Ils ne savent rien. Ils ne savent pas que c'est moi qui ai fondé Oriontech il y a 12 ans, avant même de rencontrer Victor. Que c'est moi qui ai construit cette entreprise, qui ai choisi chaque dirigeant, chaque stratégie. Ils ne savent pas que je possède tout ici, du sol en marbre sur lequel ils posent leurs pieds aux montres suisses qu'ils exhibent fièrement à leurs poignets. Victor ne sait pas qu'il ne doit son poste de directeur des opérations qu'à moi. Et demain, il comprendra enfin qui je suis. Je bois une gorgée d'eau pour cacher mon sourire. Tu as raison, Victor, dis-je doucement. Je devrais peut-être revoir mes ambitions à la baisse. C'est l'esprit, ma chérie, me répond-il en trinquant avec ses amis. Je continue d'afficher un air docile, mais à l'intérieur, je ris. Car demain, tout changera. Plus tard dans la soirée, après que leur verre ait été vidé et que leurs éclats de rire se soient atténués, Victor s'affale sur le canapé. Je l'observe en silence. Tu viens te coucher? Me demande-t-il en bâillant. Je secoue la tête. Non, j'ai un entretien demain matin. Je vais préparer mes affaires. Il rit à moitié, déjà à moitié endormi. Encore un entretien? Bonne chance, ma chérie. J'espère que cette fois, ça marchera. Je me détourne, cachant mon sourire.
On verra bien. Lorsqu'il disparaît dans la chambre, je me dirige vers mon bureau, verrouille la porte et allume mon ordinateur. 3 écrans s'illuminent devant moi, affichant les rapports financiers, les courriels internes, les fichiers confidentiels. Mon empire, mon travail, mon héritage. Un message apparaît sur l'un des écrans. Laura, tout est prêt. Demain, ils tomberont. Je respire profondément. Demain, ils comprendront enfin qui je suis. Le soleil n'est pas encore levé quand j'ouvre les yeux. Victor dort profondément à côté de moi, son souffle lourd, alourdi par l'alcool de la veille. Je l'observe un instant, mon regard glissant sur les traits détendus de son visage. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend aujourd'hui. Avec précaution, je me lève et sors du lit sans un bruit. Ma robe de nuit effleure le sol tandis que je me dirige vers la salle de bain attenante. L'eau froide sur mon visage achève de me réveiller. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, je prends ma revanche. Après une douche rapide, j'enfile un tailleur sobre, bien loin des robes élégantes que Victor aime me voir porter. Je noue mes cheveux en un chignon strict et ajuste ma montre en or blanc. Une montre que j'ai achetée bien avant de rencontrer Victor, bien avant qu'il ne croie être le seul maître de son destin. Je sors de la chambre sur la pointe des pieds et descends au rez-de-chaussée. Dans le silence de la maison, j'allume mon ordinateur dans mon bureau privé. 3 écrans s'illuminent, révélant un réseau complexe de fichiers, de rapports et de documents classifiés. Un message s'affiche immédiatement sur l'un des écrans. Laura, tout est en place. Ils ne savent rien. Je souris. Laura est mon bras droit depuis le début. Elle est la seule, en dehors du conseil d'administration, à connaître ma véritable identité. Sans elle, mon plan aurait été plus difficile à exécuter, mais nous avons tout prévu. Chaque détail, chaque faille. Il n'y a aucun échappatoire pour Victor et ses amis. Je consulte une dernière fois les documents que nous avons accumulés au fil des mois. Détournement de fonds, corruption, harcèlement, favoritisme. Tous les 5 sont impliqués. Et ils vont tomber ensemble. Je referme mon ordinateur et attrape mon sac. Avant de partir, je jette un dernier regard à la maison. Victor se croit propriétaire de ce lieu, mais tout ici m'appartient. Chaque meuble, chaque œuvre d'art, chaque tapis perçant sous ses pieds. Il a passé des années à m'humilier sans jamais se douter que je n'avais jamais eu besoin de lui. Aujourd'hui, il va comprendre. La ville est encore calme quand mon chauffeur me dépose devant le siège de Oriontech. Le gratte-ciel imposant se dresse sous la lumière du matin, son logo brillant fièrement au sommet. Mon empire. Je sors de la voiture et pénètre dans le hall d'entrée, talons claquant sur le marbre. Je porte un badge d'invité aujourd'hui. Un détail calculé. Je veux observer une dernière fois, de l'intérieur, ce que Victor et ses amis ont fait de mon entreprise. La réceptionniste ne me reconnaît pas et me fait signe d'attendre. Je patiente calmement, regardant autour de moi. Les employés entrent un à un, discutant entre eux, ignorant totalement que la femme assise sur le canapé en cuir est leur véritable patronne. Quelques minutes plus tard, un homme en costume s'approche de moi. « Madame Dubois ?» demande-t-il poliment. « C'est moi. » Dubois est le faux nom sous lequel j'ai postulé pour un entretien aujourd'hui. Une simple candidate parmi tant d'autres. Il me conduit dans une salle vitrée où se trouvent 3 cadres de l'entreprise. Je les connais tous. Jean, responsable des ressources humaines. Mathieu, directeur marketing. Julien, directeur financier. 3 des 5 hommes qui rient habituellement à mes dépens. Ils ne montrent aucun signe de reconnaissance lorsqu'ils me voient. Pour eux, je suis une inconnue. Juste une femme parmi tant d'autres, cherchant un travail qu'ils n'ont probablement aucune intention de m'offrir. L'entretien commence et dès les premières minutes, je comprends qu'ils se fichent de mes réponses. Ils ne m'écoutent pas vraiment. J'en regarde distraitement son téléphone. Mathieu feuillette mon CV d'un air absent. Julien croise les bras, visiblement déjà ennuyé. « Vous avez peu d'expérience récente dans le secteur, non ?» demande Jean avec un faux sourire. « J'ai travaillé sur plusieurs projets en freelance, dis-je calmement. » Mathieu ricane. « Oh freelance, hein ? Toujours pas de vrai poste, donc. » Je serre discrètement les poings sous la table. Ils sont exactement comme je les imaginais. « Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes qualifié pour travailler chez Oriontech ?» reprend Julien, levant enfin les yeux vers moi. Je le fixe, mon sourire indéchiffrable. « Oh, j'ai une certaine compréhension de l'entreprise, dis-je d'un ton mesuré. » Mathieu échange un regard moqueur avec Jean. « Eh bien, nous avons reçu de nombreuses candidatures, dit Jean en refermant mon dossier.
Nous vous contacterons si nous avons une opportunité pour vous. Traduction, vous n'avez aucune chance. Je hoche simplement la tête, gardant mon masque d'humilité. Quand je me lève pour partir, j'aperçois Victor de l'autre côté du couloir. Il me voit à travers la vitre et son regard s'illumine de mépris. Il sort son téléphone, et quelques secondes plus tard, les téléphones de Jean, Mathieu et Julien vibrent en même temps. Ils lisent le message et sourient. Ils se moquent de moi. Je n'ai pas besoin de voir leurs écrans pour deviner le contenu. Devinez qui j'ai croisé en entretien. Victor pense que cette journée est comme toutes les autres. Que je vais rentrer à la maison humilié pendant qu'il boit avec ses amis. Il ne sait pas que dans exactement 1 heure, il sera convoqué pour une réunion d'urgence. Il ne sait pas qu'en ce moment même, les membres du conseil d'administration sont en train de revoir son dossier, son contrat, ses infractions. Il ne sait pas que Laura et mon équipe juridique sont prêtes à faire exploser chaque mensonge qu'il a raconté au fil des années. Je me dirige vers les toilettes et entre dans la dernière cabine. Là, dissimulé derrière un panneau, m'attend un sac à vêtements. À l'intérieur, un tailleur noir impeccable. Des escarpins en cuir verni. Et mon véritable badge d'identification. Je retire mon blazer bon marché et enfile mon costume. J'attache mon collier de perles, celui que ma grand-mère m'a offert. Un symbole de force et d'élégance. Quand je ressors des toilettes, ce n'est plus Sophie Dubois la candidate invisible qui marche dans les couloirs. C'est Sophie Lemoine, fondatrice et PDG de Oriontech. Les employés que je croise froncent les sourcils, troublés. Il y a quelque chose de familier chez moi, mais ils n'arrivent pas à me replacer. Ils vont bientôt comprendre. Je prends l'ascenseur privé. L'ascenseur que Victor a toujours trouvé mystérieux, réservé à la direction générale. Quand les portes s'ouvrent, Laura m'attend, un dossier sous le bras. En tout est prêt, me dit-elle avec un sourire complice. Je jette un coup d'œil à ma montre. Ils sont en réunion? Oui. Dans la grande salle de conférence. Je prends une profonde inspiration. Il est temps. Je me dirige vers la porte vitrée, la pousse et entre sans frapper. Autour de la table, Victor et ses amis rient encore, inconscients de la tempête qui approche. Puis ils me voient. Le silence tombe. Je prends place à la tête de la table. Ma place. Je pose mon badge de PDG devant moi et croise les doigts sur la table. Oh messieurs, il est temps de parler affaires. Leurs visages se figent. Leur monde est sur le point de s'effondrer. Un silence lourd s'abat sur la salle de réunion. Autour de la table en verre, Victor et ses amis me fixent avec des expressions allant de l'incompréhension à l'inquiétude. Ils me regardent comme si j'étais une étrangère, comme si je n'avais jamais appartenu à leur monde. Jean, le responsable des ressources humaines, cligne des yeux, visiblement troublé. Mathieu, le directeur marketing, croise les bras, une lueur d'agacement dans le regard. Julien, lui, se penche légèrement en avant, l'air méfiant. Mais c'est Victor qui attire toute mon attention. Mon mari, cet homme qui m'a rabaissé pendant des années, celui qui a ri de moi hier encore, assis au bout de la table, le regard figé sur mon badge. PDG de Oriontech. Il ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Je savoure ce moment. Oh, quelqu'un veut m'expliquer ce qui se passe? Lâche enfin Victor, un rire nerveux dans la voix. Oui, moi, dis-je calmement. Je fais glisser le badge devant moi du bout des doigts, comme pour m'assurer qu'ils ont bien lu. Sophie, c'est une blague? Il essaie de rire, mais personne ne l'accompagne. Je me lève lentement et me dirige vers le mur vitré de la salle, contemplant la vue sur la ville. Pendant des années, vous avez pris cette entreprise pour un terrain de jeu. Vous avez abusé de votre pouvoir, manipulé, exclu, volé. Aujourd'hui, ça s'arrête. Je me tourne vers eux. Et ça commence maintenant. D'un geste, j'active l'écran géant au fond de la salle. Une série de documents apparaît sous leurs yeux, détaillant des transactions suspectes, des courriels compromettants, des enregistrements de conversations dans lesquels ils admettent eux-mêmes leurs abus. Victor se lève brusquement. C'est quoi ça? Son ton est furieux, mais il y a une note de panique sous sa colère. Il comprend. Il sait que je ne suis pas là pour plaisanter. Jean attrape un des dossiers et commence à le feuilleter, son visage devenant livide à chaque page tournée. Attends, c'est quoi ce bordel? Ces transactions, ces virements. Mathieu tente de jouer l'indifférence, mais je vois sa main trembler légèrement. Julien, lui, a déjà blêmi. On est surveillé? Murmure-t-il. Je me rassois lentement, croisant les jambes avec élégance. Bien sûr.
Je m'appuie contre le dossier de ma chaise. Vous pensiez quoi? Que votre petit cercle de privilégiés pouvait faire tout ce qu'il voulait sans conséquence. Que personne ne verrait vos magouilles. Je secoue la tête. J'ai vu. J'ai tout vu. Les visages autour de la table deviennent livides. Victor frappe la table du poing. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Je lève un sourcil. Ah bon? J'ai fondé cette entreprise. J'ai dirigé cette entreprise. Et j'ai laissé des hommes comme toi croire qu'ils la contrôlaient. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Je pose une main sur les documents. Ces preuves sont suffisantes pour vous faire virer. Pas seulement virer. Je marque une pause. Poursuivre en justice. Avec des années de prison à la clé. L'atmosphère devient glaciale. Mathieu se lève à son tour, essayant de garder son calme. On peut discuter. Non. Je le coupe net. C'est déjà trop tard pour ça. Je lève ma main, et la porte s'ouvre immédiatement. 2 agents de sécurité entrent, postés de chaque côté de la salle. Victor perd soudain son arrogance. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton mari. Son regard cherche une faille, une issue de secours. Je souris légèrement. Oh non, Victor. Tu étais mon mari. Je sors un document de mon sac et le fais glisser vers lui. Demande de divorce. Il ne la touche même pas, se contentant de me fixer comme si j'étais une étrangère. Tu étais là, à côté de moi, tout ce temps, murmure-t-il. Je me penche vers lui, le regard perçant. Et toi, tu ne m'as jamais regardé. Silence. Un long, pesant, étouffant silence. Puis Jean explose. Mais putain, pourquoi? Pourquoi tout ce cirque? Pourquoi ne pas nous dire qui tu étais? Je le fixe un instant, amusé par sa soudaine indignation. Pourquoi? Parce que des hommes comme vous ne respectent que ce qu'ils craignent. Si j'avais révélé qui j'étais dès le début, vous auriez cherché à me détruire. Vous auriez tenté de me voler ce que j'ai construit. Alors, j'ai attendu. Je me lève à nouveau et fais le tour de la table, mes talons résonnant sur le sol. J'ai attendu, et maintenant, c'est vous qui tombez. Victor secoue la tête, son visage se tordant en une expression que je n'ai jamais vue auparavant. De la peur. Qu'est-ce que tu veux? Finit-il par dire, la voix plus basse, plus contrôlée. J'inspire profondément et le regarde dans les yeux. Ce que je veux? Je prends le document en haut de la pile et le fais glisser vers lui. Oh, ta démission. Immédiate. Il fixe le papier sans le toucher. Et si je refuse? Je souris. Alors, d'ici ce soir, chaque média économique du pays aura accès à ces fichiers. Chaque investisseur verra à quel point tu as ruiné cette entreprise. Chaque client découvrira que tu n'es qu'un voleur incompétent. Et dans moins d'une semaine, tu seras complètement ruiné. Je croise les bras. Mais si tu signes maintenant, je pourrais envisager de ne pas tout révéler à la presse. Tu pourras prétendre que tu pars pour des raisons personnelles. Peut-être même trouver un autre travail un jour. Julien attrape le stylo en premier et signe sans un mot. Il sait qu'il n'a pas d'autre choix. Jean le suit, le regard vide. Mathieu, lui, serre les dents avant de finalement obtempérer. Victor, lui, reste figé. Tu n'es pas obligé d'aller aussi loin, Sophie. Je me penche vers lui. Tu es allé aussi loin. Sa main tremble légèrement lorsqu'il attrape le stylo. Et il signe. Game over. Je récupère les documents et me redresse, ajustant mon blazer. Bien. Maintenant, vous allez tous quitter cette entreprise sous escorte. Vos accès sont déjà révoqués. Vos affaires vous seront envoyées plus tard. Victor lève les yeux vers moi, plus perdu que jamais. Et moi? Demande-t-il dans un souffle. Je le fixe un instant, puis tourne les talons. Tu comprendras bientôt. Je quitte la salle de réunion sans me retourner, les agents de sécurité prenant immédiatement le relais pour les escorter dehors. Je marche d'un pas lent mais déterminé vers mon bureau. En ouvrant la porte, Laura m'attend déjà, un sourire satisfait aux lèvres. « Oh, tout s'est passé comme prévu ?» demande-t-elle. Je hoche la tête, puis jette un dernier coup d'œil aux caméras de sécurité, où je vois Victor être conduit hors du bâtiment sous les regards stupéfaits des employés. Je souris. Et ce n'est que le début. Les portes vitrées du siège de Oriontech se referment derrière Victor et ses amis, le bruit sec résonnant comme un coup de marteau final. Les employés, stupéfaits, chuchotent entre eux alors qu'ils regardent les anciens cadres supérieurs être escortés hors du bâtiment par la sécurité. Victor vacille légèrement sous le choc,
son visage livide. Ses yeux se tournent instinctivement vers les fenêtres du dernier étage. Mon bureau. Il sait maintenant. Il sait que tout ce qu'il croyait contrôler lui a glissé entre les doigts. Je l'observe depuis l'écran de surveillance de mon bureau, les bras croisés, impassible. À côté de moi, Laura tapote sur sa tablette, coordonnant les derniers ajustements. Les accès informatiques sont bloqués, les comptes bancaires internes gelés, et leurs emails supprimés du serveur, dit-elle d'une voix calme. Je hoche la tête. Oh, les investisseurs ont été informés? Oui. Officiellement, nous annonçons un remaniement stratégique du comité de direction. Parfait. Dans moins de 24 heures, la nouvelle se répandra dans tout le secteur. Victor et ses amis auront du mal à retrouver du travail ailleurs. Je fixe l'écran où il apparaît, toujours debout devant le bâtiment, son téléphone à la main. Je devine déjà ce qu'il essaie de faire. Il appelle des contacts? Demandai-je. Laura consulte ses rapports en temps réel. Il a essayé de joindre 3 de ses anciens collègues. Personne ne répond. Je souris légèrement. La chute a commencé. 2 heures plus tard, Victor est assis dans un café en face du siège de Oriontech. Son café refroidit devant lui alors qu'il fait défiler les contacts de son téléphone, cherchant désespérément un allié. Personne ne décroche. Il tape furieusement un message à Julien, mais celui-ci ne répond pas non plus. Après leur sortie forcée, chacun semble s'être enfermé dans son propre silence. Son regard se perd sur son écran, et il fait ce qu'il n'a pas fait depuis des années. Il tape mon nom sur Google. Sophie Lemoine, PDG de Oriontech. Les articles apparaissent déjà. Une femme dans l'ombre de son propre empire, Sophie Lemoine révèle son identité après des années de secret. Oriontech annonce un changement de direction radical après le licenciement de plusieurs cadres supérieurs. Il ouvre un article. La première image qu'il voit est celle prise quelques heures plus tôt, lui et ses amis escortés hors du bâtiment. Il serre le poing. Comment n'a-t-il rien vu venir? Dans mon bureau, Laura me tend une nouvelle série de rapports. Les dégâts collatéraux commencent, dit-elle en consultant ses notes. Victor a tenté de contacter nos principaux investisseurs. Je ne suis pas surprise. Qu'ont-ils répondu? Certains l'ont ignoré. D'autres ont confirmé leur soutien à la nouvelle direction. Autrement dit, ils me soutiennent, pas lui. Je prends le dossier que Laura me tend, le parcourant du regard. Et les médias? Ils veulent une interview exclusive. Je réfléchis une seconde. Dites-leur que je parlerai au moment opportun. Je ne suis pas pressé. Je veux que Victor se noie dans le silence avant que je ne prenne la parole. Victor rentre chez lui plus tard que d'habitude. L'appartement est plongé dans l'obscurité. Il jette son manteau sur le canapé, sa mâchoire serrée. Tout lui revient en tête, le regard de Sophie, son ton froid et implacable, les documents sur la table, les preuves accumulées contre lui. Il va dans le bar du salon et attrape une bouteille de whisky. Mais à peine a-t-il versé un verre qu'un détail lui saute aux yeux. Le tiroir du bureau de Sophie est entrebâillé. Un frisson lui traverse l'échine. Il s'approche lentement et l'ouvre complètement. À l'intérieur, des dossiers soigneusement rangés, des documents qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. Des preuves. Des captures d'écran de ses emails, des rapports financiers détaillant ses manipulations, des enregistrements qu'il ne savait même pas possibles. Son sang se glace. Depuis combien de temps Sophie préparait-elle cela? Il se laisse tomber sur le canapé, les mains tremblantes. Tout était calculé. Et il a marché droit dans le piège. Le lendemain matin, la sonnette retentit. Victor ouvre la porte et se fige. Un homme en costume lui tend une enveloppe scellée. Monsieur Morel? Victor acquiesce, le souffle court. Vous avez été officiellement notifié de votre divorce. Veuillez consulter les documents à l'intérieur et contacter votre avocat. Bonne journée. L'homme lui tend l'enveloppe et s'éloigne. Victor reste debout, figé, incapable d'ouvrir immédiatement le document. Mais il sait déjà. Sophie ne reviendra pas. Il n'a plus rien. Pendant ce temps, dans mon bureau, je ferme mon téléphone après avoir reçu la confirmation de la livraison des documents. Je me lève et regarde la ville s'étendre sous mes yeux. Une ville que je contrôle désormais sans ombre dans mon chemin. Laura entre avec un sourire. Oh, tout est officiel. Victor est hors de ta vie. Je laisse un silence s'installer avant de répondre. Il ne l'a jamais vraiment été. Je me tourne vers elle, déterminée.
Nous avons du travail. Oriontech ne va pas seulement survivre. Nous allons la rendre plus grande que jamais. Laura acquiesce, et ensemble, nous nous préparons pour une nouvelle ère. Victor, lui, va devoir apprendre à vivre avec les conséquences. Le vent frais du matin souffle à travers les immenses baies vitrées de mon bureau, me rappelant que l'automne approche. Une nouvelle saison, une nouvelle ère. Je me tiens debout devant la fenêtre, une tasse de café chaud entre les mains, observant la ville en contrebas. Oriontech est en effervescence, l'annonce du remaniement ayant secoué l'ensemble du secteur. Mais ici, au dernier étage, c'est le calme avant la tempête. Derrière moi, Laura parcourt son écran, un sourire discret sur les lèvres. Les retombées commencent à se faire sentir, annonce-t-elle sans lever les yeux. Je me retourne lentement. Que disent les rapports? Elle fait défiler les informations d'un geste expert. Victor a essayé de contacter plusieurs entreprises concurrentes ce matin. Je hausse un sourcil. Des réponses? Laura esquisse un sourire ironique. Aucune. Il est officiellement marqué comme un risque pour toute société sérieuse. Je prends une gorgée de café, savourant la nouvelle. Et les autres? Jean et Julien ont pris des avocats pour tenter de contester leur licenciement. Mathieu est aux abonnés absents. Je m'assois à mon bureau et pose ma tasse avec douceur. Ils peuvent contester autant qu'ils veulent. Les preuves que nous avons sont irréfutables. Laura acquiesce. Nos avocats sont prêts. Mais honnêtement, ils n'ont aucune chance. Je souris légèrement. Alors laissons-les s'enfoncer un peu plus. De l'autre côté de la ville, Victor est assis dans son appartement, les rideaux fermés, son téléphone à la main. Depuis qu'il a été licencié, son monde s'est effondré à une vitesse vertigineuse. Il a passé la matinée à appeler d'anciens collègues, des contacts du secteur, des amis d'université. Personne ne répond. Les rares qui décrochent sont froids, distants. Certains lui raccrochent au nez dès qu'il mentionne Oriontech. Il allume son ordinateur et consulte les dernières nouvelles. Oriontech annonce un plan de restructuration ambitieux sous la direction de Sophie Lemoine. L'ex-PDG dans l'ombre prend enfin la lumière. Comment Sophie Lemoine a transformé son entreprise. Il serre la mâchoire. Chaque article, chaque commentaire souligne à quel point elle a réussi à le faire tomber. Et le pire? Les investisseurs, les médias, tout le monde acclame son départ comme un soulagement. Il sent la colère monter en lui. Comment a-t-elle pu faire ça? Comment a-t-elle pu lui mentir pendant des années? Il attrape son téléphone et compose un numéro qu'il n'a pas appelé depuis longtemps. Après quelques sonneries, une voix fatiguée répond. Maman? Pendant ce temps, chez Oriontech, la transition se met en place rapidement. Les anciens bureaux de Victor et de ses collègues sont vidés. Je passe devant ce qui était son bureau. L'espace est désormais désert, les étagères vides, son nom effacé de la porte. Une employée de l'entretien me salue en passant. On efface toutes les traces de l'ancien régime, Madame Lemoine, dit-elle avec un sourire. Je lui rends son sourire. Bonne idée. Il est temps d'aller de l'avant. L'après-midi, une réunion stratégique est organisée avec les nouveaux cadres dirigeants. J'entre dans la salle de conférence sous les regards curieux et respectueux des employés. Avant, j'étais un fantôme dans ma propre entreprise. Maintenant, je suis là, en pleine lumière. Merci à tous d'être là, dis-je en prenant place à la tête de la table. Laura projette un dossier sur l'écran. Nous avons un plan de restructuration agressif à mettre en place. L'ancien modèle de gestion favorisé par Victor et son équipe a freiné notre croissance. Aujourd'hui, nous allons tout reconstruire. Les visages autour de moi sont concentrés, engagés. Victor dirigeait avec arrogance et favoritisme. Moi, je dirigerai avec intelligence et vision. Je reprends la parole. Nous allons introduire un programme de mentorat interne pour former les talents en interne. Plus d'abus de pouvoir, plus de discrimination. J'observe les réactions autour de moi. Certains sourient, d'autres prennent des notes avec sérieux. Oriontech va devenir plus forte que jamais. Et Victor regardera tout cela de l'extérieur. Victor passe la soirée chez sa mère. Elle est assise en face de lui, une tasse de thé entre les mains, le regard inquiet. Comment as-tu pu laisser ça arriver, Victor? Il soupire, fatigué. Je ne savais pas, maman. Elle a tout orchestré dans l'ombre. Sa mère secoue la tête. Non. Tu n'as jamais voulu voir. Tu étais trop occupé à te croire intouchable. Ces mots le frappent plus fort que tout le reste.
Il baisse la tête. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Elle le fixe longuement avant de soupirer. Tu vas devoir apprendre à vivre avec les conséquences de tes actes. Pour la première fois, il comprend qu'il n'y a pas de retour en arrière. Le lendemain matin, je reçois un email de mon avocat. Victor Morel a engagé un conseiller juridique. Il tente de contester le divorce. Je lève les yeux vers Laura, qui attend ma réaction. Je souris doucement. Il n'a rien à contester. Mon avocate a été claire, avec le contrat prénuptial que Victor lui-même a insisté pour signer, il n'a aucun droit sur Oriontech, ni sur mes biens. Ce divorce sera finalisé que ça lui plaise ou non. Laura hanche la tête. Il refuse d'accepter qu'il a tout perdu. Je repose mon téléphone et fixe la ville à travers la vitre. Il va devoir apprendre. Le monde avance sans lui. Et moi? Je n'ai jamais été aussi libre. La lumière dorée du matin illumine mon bureau au sommet de Oriontech. La ville s'étend sous mes yeux, animée, vivante. Tout a changé. En 6 mois, nous avons réformé l'entreprise, instauré un management basé sur la méritocratie et l'innovation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La croissance est fulgurante, les investisseurs sont enthousiastes, et le moral des employés n'a jamais été aussi haut. Oriontech est plus forte que jamais. Je repose mon café sur le bureau lorsque Laura entre, un dossier à la main. Les dernières nouvelles de Victor Morel, annonce-t-elle avec une pointe de satisfaction. Je lève un sourcil et tends la main. Voyons voir. Elle me tend le dossier, mais son sourire en dit long. J'ouvre le document et le parcours rapidement. Intéressant. De l'autre côté de la ville, Victor est affalé sur le canapé de son petit appartement. Il n'a plus rien. Après son licenciement, il a tenté de rebondir. Il a contacté d'anciennes connaissances, essayé de rejoindre des entreprises concurrentes. Mais à chaque fois, la même réponse. Nous avons décidé de poursuivre avec un autre candidat. En vérité, personne ne veut prendre le risque de l'embaucher. L'affaire Oriontech est sur toutes les lèvres. Il attrape son téléphone et ouvre son compte en banque. Le solde est catastrophique. Son avocat l'a déjà prévenu. Son divorce est officiellement finalisé. Sans surprise, il n'a droit à rien. Il jette le téléphone sur la table et se prend la tête entre les mains. Son ego refuse encore d'admettre la vérité. Mais la réalité est là. Sophie a gagné. Chez Oriontech, j'achève une réunion stratégique avec le conseil d'administration. En sortant, je retrouve Laura, qui a encore des informations. Victor a tenté de lancer une action en justice contre toi, dit-elle, amusée. Je soupire. Mais je ne suis pas surprise. Sur quelle base? Aucune. Ses avocats ont refusé de poursuivre, faute de preuves. Je souris légèrement. Alors il est vraiment à court d'options. Laura hanche la tête. Et ce n'est pas tout. Il travaille maintenant comme commercial dans une petite entreprise d'électronique. Je marque une pause. Et Victor Morel, l'ancien directeur des opérations d'Oriontech, réduit à vendre des téléphones dans un centre commercial? C'est bien ça. Un silence s'installe. Je devrais ressentir une satisfaction absolue. Mais en réalité, je ne ressens rien. 2 jours plus tard, alors que je sors d'une conférence avec des investisseurs, un message inattendu s'affiche sur mon téléphone. Expéditeur, numéro inconnu. On peut se parler? Victor. Je fixe l'écran quelques secondes. Puis je verrouille mon téléphone sans répondre. Certaines portes méritent de rester fermées. Le vent d'automne souffle sur la ville alors que je me tiens debout devant la grande baie vitrée de mon bureau, un café chaud entre les mains. En contrebas, la vie suit son cours. Des employés entrent et sortent du siège de Oriontech. Les taxis klaxonnent dans le flot incessant de la circulation. Les passants marchent à un rythme effréné. Le monde continue d'avancer. Et moi, pour la première fois depuis des années, je me sens libre. Derrière moi, Laura entre dans le bureau, une liasse de documents sous le bras et un sourire satisfait aux lèvres. Le dernier rapport de clôture du divorce. C'est enfin officiel. Je repose ma tasse avec douceur et prends le dossier qu'elle me tend.
Le regard rivé sur la feuille, je parcours les lignes confirmant ce que je savais déjà. Victor Morel n'a plus aucun lien avec moi. Plus aucune revendication. Plus aucun droit sur mes biens. Plus aucune attache. Je ferme le dossier et le repousse sur le bureau. Bien. Ça mérite une célébration. Laura rit légèrement. Je te connais, Sophie. Ce n'est pas ton genre de faire la fête. Je souris. Non, mais je peux savourer l'instant à ma manière. Laura acquiesce et consulte sa tablette. Tu veux les dernières nouvelles sur Victor? Je lève un sourcil, amusé. Il y a encore quelque chose à raconter? Elle hoche la tête. Il a quitté son emploi de commercial après seulement 3 semaines. Il n'a pas supporté de devoir prendre des ordres. Un rire léger m'échappe. Bien sûr. Victor Morel a toujours pensé être au sommet de la chaîne alimentaire. Travailler sous les ordres de quelqu'un d'autre devait être insupportable pour lui. Et maintenant? Demandai-je en m'adossant à mon fauteuil. Laura fait défiler ses informations. Il a essayé de lancer une boîte de consulting, mais sans réseau, sans réputation et sans ressources, personne ne le prend au sérieux. Elle relève les yeux vers moi, une lueur narquoise dans le regard. Il vit toujours chez sa mère. Je secoue la tête, presque incrédule. Cet homme a dirigé des millions et maintenant, il est incapable de rebondir. C'est ça, quand on pense que tout nous est dû. Laura range sa tablette et s'appuie contre le bureau. Et maintenant? Demande-t-elle. Je regarde une dernière fois le dossier du divorce, puis le pousse définitivement hors de mon champ de vision. Maintenant, on avance. L'après-midi, je me rends dans l'un des nouveaux espaces de travail collaboratif que nous avons inaugurés. L'ambiance y est dynamique, les équipes échangent des idées, des tableaux remplis de concepts innovants recouvrent les murs. Je m'arrête près d'un groupe de jeunes développeurs qui discutent avec enthousiasme d'un projet de cybersécurité. Madame Lemoine, s'exclame l'un d'eux en me voyant. Vous venez voir comment on révolutionne Oriontech? Je souris. C'est exactement ce que je veux entendre. Il m'explique les avancées du projet avec passion, et je sens une véritable énergie dans la pièce. C'est ça, la véritable réussite. Ce n'est pas de voir Victor tomber. Ce n'est pas d'avoir gagné un divorce ou d'avoir prouvé que j'étais plus intelligente que lui. C'est d'avoir bâti quelque chose qui a un sens. Continuez comme ça, dis-je en leur adressant un regard encourageant. L'avenir d'Oriontech est entre vos mains. Je quitte la salle en sachant une chose avec certitude. J'ai gagné. Pas seulement contre Victor. J'ai gagné ma liberté. Mon identité. Ma vraie place. Et c'est tout ce qui compte. La pluie tombait en fines gouttelettes sur les grandes fenêtres de mon bureau, brouillant légèrement la vue sur la ville illuminée en contrebas. Oriontech était en pleine effervescence, mais ici, dans mon sanctuaire, tout était silencieux. Un silence agréable. Un silence de victoire. Cela faisait maintenant 1 an que Marc Morel était sorti de ma vie. 1 an depuis cette fameuse réunion où j'avais repris ce qui m'appartenait. Beaucoup de choses avaient changé depuis. L'entreprise était florissante, plus forte que jamais. Nous avions remporté d'importants contrats, élargi notre influence et renforcé notre culture interne. L'ère de la corruption et de l'arrogance était définitivement révolue. J'étais enfin libre. Du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'à aujourd'hui. Un message inattendu était apparu sur mon téléphone quelques minutes plus tôt. Je veux te voir. Juste une fois. S'il te plaît. Marc. Je l'avais ignoré. Mais il était maintenant dans mon immeuble. Madame Morel, annonça mon assistante en entrant doucement dans mon bureau. Marc est en bas. Il insiste pour vous parler. Elle marqua une pause, gênée. Il a l'air mal en point. Je n'avais pas besoin d'explication. Je savais exactement ce que je trouverais si je descendais. Un homme brisé. Un homme qui n'avait plus rien. Un homme qui avait autrefois tout possédé et qui avait tout perdu, à cause de sa propre arrogance. Et pourtant, une part de moi voulait le voir. Pas par pitié. Pas par nostalgie. Par curiosité. Je fis un signe à mon assistante.
Dites-lui que je descends. Elle hocha la tête et quitta la pièce. Je pris une profonde inspiration. Puis, j'attrapai mon manteau et me dirigeai vers l'ascenseur. En bas, dans le hall d'entrée de l'immeuble, Marc m'attendait. Mais ce n'était plus l'homme que j'avais connu. Sa chemise était froissée, sa barbe de plusieurs jours assombrissait son visage fatigué. Ses yeux, autrefois pleins d'arrogance, étaient creusés et hantés. Il me regarda comme si j'étais un mirage, une apparition qu'il n'osait pas croire réelle. « Tu es venu » murmura-t-il. « Dépêche-toi. J'ai peu de temps. » Je croisai les bras et attendis. Il sembla chercher ses mots, comme s'il n'avait jamais envisagé que je sois vraiment là, face à lui. Puis, enfin, il soupira et secoua la tête. « Je ne sais même pas pourquoi je suis là. » Je haussai un sourcil. « Tu as demandé à me voir. Alors parle. » Il passa une main sur son visage, fatigué. Je voulais m'excuser. Ces mots, je ne les avais jamais attendus. Pas de lui. Marc Morel, cet homme qui m'avait rabaissé pendant des années, qui avait ri de moi, qui m'avait sous-estimé, était maintenant là, devant moi, en train de me demander pardon. Pourquoi maintenant? Demandai-je, méfiante. Il baissa la tête. Parce que j'ai compris. Son regard se perdit dans le vide. Quand tu es parti, tout s'est effondré. Pas seulement Oriontech. Moi aussi. Il marqua une pause, cherchant ses mots. J'ai essayé de rebondir. J'ai tenté de me reconstruire. Mais je n'étais rien sans ce que j'avais volé. Sans toi. Je sentis un étrange mélange d'émotions m'envahir. Il continua. J'ai passé ma vie à penser que j'étais au sommet, que je méritais tout ce que j'avais. Mais la vérité, c'est que j'étais un imposteur. Il me fixa à nouveau, avec une intensité que je ne lui avais jamais vue. Et tu m'as démasqué. Le silence s'étira entre nous. Puis, il esquissa un sourire triste. Tu sais ce qui est ironique? Je ne répondis pas. C'est qu'en me détruisant, tu m'as peut-être sauvé. Un rire amer lui échappa. J'ai compris ce que ça faisait d'être au plus bas. De ne pas être pris au sérieux. De devoir se battre pour chaque opportunité. Il passa une main nerveuse dans ses cheveux. Et je ne veux plus être ce que j'étais avant. Je le regardai longuement. Était-ce sincère? Était-ce un ultime jeu de manipulation? Je n'en savais rien. Et honnêtement, ça n'avait plus d'importance. Je pris une profonde inspiration et me redressai. Je te souhaite bonne chance, Marc. Il cligna des yeux, surpris. C'est tout? Je haussai les épaules. Que veux-tu de plus? Une seconde chance? Une rédemption? Je secouai la tête. Je ne suis pas celle qui peut te l'accorder. Il ouvrit la bouche, comme pour protester. Mais il se ravisa. Au lieu de ça, il hocha lentement la tête. Tu as raison. Il se détourna, comme si le poids de ses erreurs était enfin devenu trop lourd à porter. Alors qu'il s'éloignait sous la pluie, je sentis une étrange sensation m'envahir. Ce n'était pas du triomphe. Ce n'était pas de la satisfaction. C'était de la paix. En remontant dans mon bureau, Laura m'attendait, les bras croisés. « Tu es vraiment descendu le voir ?» demanda-t-elle. Je retirai mon manteau et le déposai sur le dossier de ma chaise. « Oui. » Elle secoua la tête, perplexe. « Et alors ?» Je souris légèrement. Il a enfin compris. Elle me fixa un instant, puis haussa les épaules. « C'est bien pour lui. Mais ça change quoi, pour toi ?» Je pris une profonde inspiration et regardai par la fenêtre. Rien. Et c'est ça, la plus belle partie. Laura sourit, comprenant enfin. Tu es enfin libre? Oui. Enfin. Complètement libre. Libre de mon passé. Libre de mon ressentiment. Libre d'avancer. Parce que la plus grande vengeance, ce n'est pas de voir son ennemi tomber. C'est de ne plus avoir besoin de le regarder. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire incroyable et intense. Une histoire de revanche, de justice, de stratégie, et surtout, de transformation. Depuis le tout début, nous avons suivi Élise Moreau, une femme sous-estimée par tous, qui a su cacher son intelligence et sa puissance derrière un masque de discrétion. Pendant des années, elle a vécu dans l'ombre, observant, analysant, préparant. Et lorsqu'elle a frappé, ce fut avec une précision implacable. Regardez tout ce qu'elle a traversé,
des humiliations, des moqueries, des manipulations, des années à être rabaissée par son propre mari, Marc, et son cercle d'amis arrogants. Ils pensaient tous qu'elle n'était qu'une femme sans ambition, une épouse entretenue, incapable de réussir par elle-même. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que derrière cette façade se cachait la véritable maîtresse du jeu. Quand le moment est venu, Élise n'a pas simplement révélé la vérité, elle a orchestré leur chute avec une précision chirurgicale. Et la meilleure partie ? Elle n'a jamais levé la voix. Elle n'a jamais eu besoin de crier pour être entendue. Parce que la véritable puissance ne réside pas dans le bruit, mais dans la stratégie, dans la patience et dans l'exécution parfaite d'un plan bien pensé. Cette histoire nous enseigne une leçon essentielle. Ne sous-estimez jamais quelqu'un simplement parce qu'il est silencieux. Parfois, ceux qui parlent le moins sont ceux qui observent le plus, qui apprennent, qui attendent le bon moment pour agir. Et ce n'est pas tout. Il y a une autre leçon importante ici, l'arrogance mène toujours à la chute. Marc et ses amis étaient persuadés qu'ils étaient intouchables. Ils se croyaient supérieurs, pensant pouvoir manipuler et écraser les autres sans conséquence. Mais la vie a une manière étrange de remettre chaque personne à sa place. Ceux qui abusent de leur pouvoir finissent toujours par tomber. Regardez ce qui est arrivé à Marc. Un homme qui se croyait invincible, qui pensait que son charme, son influence et son réseau suffisaient pour se maintenir au sommet. Pourtant, à la fin, il s'est retrouvé sans emploi, sans ressources, sans avenir. Il a perdu non seulement sa carrière, mais aussi sa dignité, son statut, et même sa propre identité. Pendant toutes ces années, il s'est construit une image de réussite basée sur le mensonge et la manipulation. Mais quand la vérité a éclaté, il ne lui restait plus rien. Pendant ce temps, Élise n'a pas seulement gagné sa revanche, elle a gagné bien plus. Elle a repris le contrôle de sa propre vie. Elle a libéré Orion Tech des personnes toxiques qui la dirigeaient. Elle a bâti un avenir sur des bases solides, en mettant en place un leadership sain, basé sur le respect et la compétence. Elle a prouvé à tout le monde et surtout à elle-même qu'elle n'avait jamais eu besoin de Marc ou de quiconque pour réussir. Alors maintenant, je veux que vous réfléchissiez à cette histoire. Quels enseignements pouvons-nous en tirer pour nos propres vies ? Peut-être que vous avez été sous-estimé, par des gens autour de vous. Peut-être que vous avez été trahi, ridiculisé, ou que vous avez été confronté à des personnes qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas assez bon, Si c'est le cas, souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas ce que les autres pensent de vous qui compte, c'est ce que vous croyez de vous-même. Ne laissez jamais les moqueries ou les jugements des autres définir votre valeur. Vous avez en vous une force immense, une capacité à vous relever, à apprendre, à évoluer et à réussir. Mais la clé, c'est la patience et l'intelligence. La vengeance impulsive ne mène à rien. Ce qui fait la différence, c'est de travailler en silence et de frapper au bon moment. Si vous avez aimé cette histoire, si vous avez été captivé par l'ascension d'Élise, par sa stratégie et son intelligence, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Votre soutien est précieux et nous permet de continuer à créer des récits aussi intenses et inspirants. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle partie de cette histoire vous a le plus marqué. Est-ce le moment où Élise a révélé son identité ? Ou bien la chute de Marc et de ses amis ? J'ai hâte de lire vos avis. Mais avant de terminer, j'aimerais vous parler d'un message encore plus puissant. Parce que si cette histoire nous enseigne la justice et la persévérance, il y a un amour qui dépasse tout, une vérité qui est encore plus importante que n'importe quelle revanche ou succès personnel. Dans Jean 3h16, la Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Prenez un instant pour réfléchir à cette phrase. Dieu vous aime d'un amour si immense qu'il a sacrifié son propre Fils pour vous offrir la vie éternelle. Peut-être que dans votre vie, vous avez ressenti l'injustice, la douleur, l'abandon. Peut-être que des personnes vous ont trahi, que vous avez été blessé par des amis, par la famille, ou même par des circonstances que vous ne pouviez pas contrôler. Mais il y a une chose que je veux que vous sachiez aujourd'hui, Dieu ne vous a jamais abandonné. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour humain. Il ne dépend pas de votre passé, de vos erreurs, de vos faiblesses. Il est inconditionnel. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, Dieu vous tend la main et il veut vous donner une nouvelle vie. Peut-être que vous avez passé votre vie à essayer de prouver votre valeur aux autres, à rechercher la validation des gens, à vouloir montrer que vous êtes capable. Mais laissez-moi vous dire ceci, vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à Dieu. Il vous aime déjà, exactement comme vous êtes. Et il a un plan parfait pour votre vie. Un plan bien plus grand que n'importe quelle revanche ou succès terrestre.
La plus grande victoire que vous puissiez connaître dans votre vie, ce n'est pas de voir vos ennemis tomber. Ce n'est pas d'obtenir richesse, pouvoir ou influence. C'est de trouver la paix véritable dans l'amour de Jésus-Christ. Et cette paix, elle vous est accessible aujourd'hui. Si vous voulez faire ce pas, si vous sentez dans votre cœur que vous avez besoin de cet amour, de ce pardon, alors je vous invite à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est très simple. Là où vous êtes, dites-lui simplement: Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Sauveur et mon Seigneur. Change ma vie et guide-moi dans ton amour. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que c'est le début d'une nouvelle vie. Une vie où vous n'êtes plus seul, où vous marchez dans un amour parfait, où vous avez une paix que rien ni personne ne pourra vous enlever. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, à poser vos questions. Vous n'êtes pas seul. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir encore plus d'histoires puissantes, inspirantes et riches en émotions. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle histoire.